Quand tu bosses dur, l'argent que tu gagnes à la sueur de ton front, ce que tu veux, c'est le conserver et éventuellement le faire fructifier pour en faire profiter ta famille, tes proches et toi-même. Tu veux surtout pas le donner à l'État parce que les politiques de toute façon sont incapables de gérer correctement le pays, ça se voit depuis des années, et surtout tu ne veux pas le mettre sur des produits complètement pourris qui ne te rapporteront rien, comme le livret A ou des assurances vie. Et ce que tu veux trouver, ce sont des véhicules d'investissement qui vont maximiser tes rendements tout en ayant le minimum de risque. Et dans cette vidéo, je fais un rapide tour d'horizon de la situation en France et je vais te dire exactement ce que je ferai pour protéger et faire fructifier mon épargne en 2026. Déjà, et ça a été publié tout récemment par l'INSEE en avril 2026, le moral des Français, le moral des ménages français n'est vraiment pas au beau fixe comme tu peux le voir sur cet indicateur. L'indice de confiance des ménages a enregistré sa plus forte baisse depuis 2022 et le début de la guerre en Ukraine. Et on va tout de suite jeter un œil aux placements préférés, aux placements qui sont privilégiés par la plupart des Français. Et là, franchement, ça fait un petit peu peur parce que tu vois que les placements qui sont privilégiés par les Français, c'est le livret A et l'assurance vie. Le livret A, c'est 1,5% de rendement au 1er février 2026 et sur les assurances vie, on est environ à 2%. Tout en sachant que l'inflation en France a grimpé à mars 2026 de 1,7% sur un an et sur 2026, tu as même certains économistes qui prévoient une inflation qui va tutoyer les 4%. Donc le calcul, il est très simple avec une inflation entre 1,7% et 4%, un livret A à 1,5% et des assurances vie en moyenne à 2%. Finalement, ton argent se fait grignoter un petit peu chaque année si tu mets sur ces placements préférés privilégiés par les Français. En pouvoir d'achat, tu es clairement perdant et ton épargne se fait grignoter un petit peu plus chaque jour. Mais tu as quand même une chose très positive, c'est que le livret A commence à perdre de son attractivité au niveau des Français. Les données que tu peux voir dans la presse financière, elles indiquent une décollecte du livret A d'environ 3,1 milliards d'euros au premier trimestre 2026 contre une collecte qui était positive un an auparavant. Donc les Français commencent à se rendre compte que laisser de l'argent dormir sur leur livret A, ça sert strictement à rien. Et en même temps, avec ce genre de discours suivant, alors oui, il faut taxer. Il faut taxer pour financer la nationalisation, la réindustrialisation de notre pays. Voilà ce qu'il faut faire. Et pour cela, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Il y a un autre endroit où il se trouve, mes chers collègues. C'est dans l'épargne des Français. tu m'étonnes que les gens reprennent leurs billets. Parce que pendant que les particuliers s'inquiètent pour leur épargne, l'État français, lui, il a un autre problème. C'est le déficit public qui a atteint en 2025 152,5 milliards d'euros. Et tu te rends compte que ça représente un petit peu plus de 5% du PIB. Et la dette publique, elle grimpe jusqu'à 115% du PIB. C'est démentiel. Donc pour faire simple, la France dépense beaucoup plus qu'elle ne gagne. Et tu vois, quand un État dépense trop, il n'a pas 50 solutions. Il peut réduire les dépenses, mais a priori, ça, c'est pas trop son truc. Il peut augmenter les impôts, et ça, a priori, c'est un peu plus son truc. Il peut emprunter davantage, mais plus personne ne veut lui prêter vu la gestion des finances publiques. Ou alors, il va chercher de nouvelles sources de financement. Et c'est là que revient régulièrement, dans le débat public, l'objet de l'épargne des Français. Alors attention, je suis pas en train de te dire que l'État va demain matin vider ton livret A. Mais ce qui est vrai, c'est que plusieurs responsables politiques ont déjà évoqué le fait de mobiliser l'épargne des Français. Désormais, nous allons mobiliser effectivement l'épargne privée. Je peux vous dire que le 20 mars, je vous demandais quand, avec mon collègue ministre des Armées, nous allons réunir à Bercy les investisseurs et les entreprises de la base industrielle et technologique de défense afin de mobiliser l'épargne privée et afin que cette épargne finance notre effort de défense qui va s'accroître. Et quand l'État est sous pression, ton épargne devient un sujet politique et ça vraiment, ça doit te faire réfléchir. Parce que protéger ton épargne en 2026, c'est non seulement le faire fructifier, mais surtout, dans un premier temps, essayer de l'éloigner de tous ces vautours. Déjà, par rapport à ce que j'évoquais au début de la vidéo, tu as compris que tu dois surtout t'éloigner de tous les placements qui te rapportent 1,5, 2% comme le livret A ou l'assurance vie. Et si on reprend ce petit graphique sur les placements préférés des Français, tu vois qu'après le livret A ou l'assurance vie, il y a l'immobilier locatif qui vient en 3e position. Et pendant des années, les Français ont eu un réflexe assez simple, c'est d'acheter de la pierre parce qu'il semblait que c'était sûr. Mais aujourd'hui, c'est plus aussi évident. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, les taux de crédit immobilier sont très élevés. Au premier trimestre 2026, le taux moyen de crédit immobilier, c'est environ de 3,2% selon l'Observatoire Crédit Logement. Ensuite, tu as les coûts de construction qui restent extrêmement élevés depuis le Covid puisque les matériaux ont flambé après 2020. Selon l'ADEME, l'indice du coût des matériaux a bondi d'environ 31% entre 2020 et 2023. Donc si tu ambitionnes de refaire ta façade ou ta toiture, crois-moi, ce ne sera pas les mêmes prix qu'avant
2020. Et avec tous ces éléments, tu pourrais croire que les prix des logements sont en baisse, alors que pas du tout. Ils sont en hausse de plus 0,5% sur un trimestre et de plus 1,1% sur un an. Donc malgré la hausse des taux des crédits immobiliers, le marché n'a pas vraiment corrigé à la hauteur du choc. Avec tout ça, tu dois te dire, oui, ok, l'immobilier est plus cher, ça devient plus compliqué de devenir propriétaire, mais les loyers ont dû augmenter dans la même mesure. Eh bien, pas forcément, puisque avec le plafonnement des loyers qui est en vigueur dans de nombreuses métropoles, sur la période 2022-2024, tu n'as eu une hausse des loyers que de 3,5% en moyenne. Et enfin, tu dois bien réaliser une chose, c'est que l'immobilier, littéralement, c'est un bien, c'est un véhicule d'investissement qui est cloué au sol. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un bien, un actif qui est facile à taxer pour l'État. Et si un jour l'État décide de te taxer encore plus que ce qu'il ne fait aujourd'hui et vraiment de t'assassiner au niveau des taxes et des impôts sur ton immobilier, tu ne seras pas en mesure de déplacer ton actif aussi simplement que des actions en bourse par exemple ou un livret A qui est pour le coup très liquide. L'immobilier, c'est donc une classe d'actifs qui est devenue de plus en plus inaccessible, surtout qu'au fil des années, tu as les prix de l'immobilier qui sont beaucoup trop montés par rapport aux revenus, au salaire. C'est ce qu'on appelle le tunnel de Frigid. On compare le prix des logements avec le revenu des ménages. Et ce graphique, il montre que pendant des décennies, les prix immobiliers évoluaient dans une zone assez stable par rapport aux revenus. Ce graphique, c'est donc l'indice du prix des logements rapporté aux revenus disponibles par ménage. Et tu vois qu'à partir de 2000 ici, les prix ont littéralement décroché. Les logements sont devenus beaucoup trop chers par rapport au salaire. Et si tu t'en sors bien et que tu fais vraiment un bon investissement, tu peux peut-être t'en sortir avec un rendement brut de 3% par an. Mais avec tous les ennuis que ça va te coûter en termes de charges mentales. Trouver des locataires, la gestion du bien, la gestion des travaux, les charges de copropriété, etc. Et comme ce qui m'est souvent arrivé avec mes biens immobiliers, il te suffit d'un ravalement de façade qui a été voté par l'Assemblée Générale de Copropriété et tu as tout ton rendement d'une année ou voire même de plusieurs années qui tombe littéralement à terre. Mais si tu veux vraiment faire travailler ton épargne sur le long terme, les chiffres pointent tous dans la même direction. Ce sont les actions américaines. Et tu as cette page YouTube d'un professeur à l'université de New York que je suis et que j'apprécie tout particulièrement, Damodaran, qui a démontré par le biais de calculs que si tu avais investi sur le S&P 500 depuis 1928, le S&P 500 enregistre une performance moyenne annuelle de 10% par an, dividendes réinvestis. Et le chiffre le plus violent, c'est celui-ci. 100 $ investis en 1928 sur le S&P 500 te donnerait aujourd'hui plus de 1 million de dollars. Et ici, tu vois sur ce graphique actualisé à janvier 2026 que si tu avais investi 100 $ sur le S&P 500 avec les dividendes réinvestis, tu aurais obtenu une somme ici en 2025 de plus de 1 million 100 000 $. Ici, sur la seconde colonne de ce graphique, tu as les US Small Cap. C'est quoi des Small Cap? C'est des entreprises américaines dont la capitalisation est inférieure à 15 milliards de dollars. Et ici, tu vois que 100 $ investis à partir de 1928 auraient même donné plus que le S&P 500. Ça t'aurait donné environ 6 400 000 $. Ok, mais néanmoins, tu avais un petit peu plus de volatilité sur cette classe d'actifs. Et ici, toujours sur le même document, tu as la colonne Real Estate, ok, c'est l'immobilier. Et si tu avais investi 100 $ en 1928 sur l'immobilier américain, US, tu aurais aujourd'hui une somme de 5 626 $. Donc tu vois que ça n'a absolument rien à voir comparé aux millions de dollars que tu aurais pu récupérer si tu avais investi sur des actions américaines sur le S&P 500, l'indice boursier le plus connu au monde. Et c'est exactement la même chose pour le gold, l'or. Si tu avais investi 100 $ en 1928 sur le gold, aujourd'hui tu te retrouverais avec une somme de 21 000 $. Sachant que pour le S&P 500, on est à environ 10% de rendement annuel moyen par an. Sur les US Small Cap, c'est 11 à 12%. Et sur l'immobilier US, on est entre 4 et 5% par an. Et donc, avec le phénomène boule de neige, le phénomène des rendements composés, c'est pour ça qu'on arrive à ce genre de montant au final, plusieurs années, quasiment 100 ans après. Tu vas me dire, oui, mais pourquoi plutôt le S&P 500 que le CAC 40, par exemple? Pourquoi les actions US plutôt que les actions françaises? Achetons français. Alors oui, pourquoi pas si tu veux, mais regarde un petit peu ici sur le graphique. Depuis 1996, le S&P 500 a pris 862% de performance et le CAC 40 à partir des années 90, donc avec 6 ans en plus de performance qu'il aurait pu acquérir par rapport au S&P 500, ici il n'est qu'à 306% de performance. Et même si tu investis sur des actions françaises par le biais d'un PEA sur lequel tu as effectivement un avantage fiscal, cet avantage fiscal ne compensera jamais le manque de performance que tu aurais sur les actions françaises par rapport aux actions US.
Et en parlant fiscalité, regarde ce tableau qui prend en compte la performance et la fiscalité en France de ces placements. Et quand tu prends 10 000 € investis sur 20 ans, l'écart devient énorme. Sur le livret A, tu termines à environ 13 500 € après 20 ans. Sur une assurance vie en fonds euros à 2,65% brut par an, ce qui est une moyenne, tu termines après prélèvements sociaux à 15 400 €. Avec l'immobilier, je suis vraiment sympa parce que je mets un rendement net de 5% par an et du coup, tu termines à 26 500 € au bout de 20 ans. Et maintenant, regarde les actions US en mettant sur le S&P 500 via un compte titre. Tu as une flat tax à 31,4%. En France, en 2026, tu termines tout de même à environ 50 000 € de plus-value. Donc oui, en France, la bourse fait peur, mais tu vois, sur 20 ans, la différence, elle est massive. Parce que le livret A et l'assurance vie te rassurent à court terme et l'immobilier pourrait être intéressant si ce n'était pas aussi chronophage. Et sur l'immobilier, même si tu profites du crédit bancaire pour acquérir ton bien, toutes les taxes que tu vas avoir derrière ainsi que le temps passé rendent cet investissement beaucoup moins intéressant que les actions US. Parce que tu dois bien te rendre compte d'une chose, l'immobilier, ce n'est pas un investissement qui est passif. Historiquement, c'est bien la bourse américaine et les actions US qui vont faire le taf. Ce qui est très bien aussi lorsque tu investis en bourse, c'est que c'est un placement, c'est un investissement qui est complètement liquide. C'est-à-dire que demain, tu as un coup dur dans ta vie. C'est un petit peu comme le livret A. Tu es capable de reprendre ton argent. Si par exemple, tu dois faire des réparations sur une voiture ou dans ta baraque, tu es capable de reprendre ton argent à tout moment pour utiliser ce financement. Et si la bourse te fait peur, crois-moi, je te comprends complètement. Moi aussi, quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, à la base, je suis un investisseur immobilier, j'y connaissais absolument rien. J'ai commencé dans les bouquins en me formant avec des coachs, des mentors, et finalement, aujourd'hui, ce que vraiment je peux te garantir, c'est qu'avec des techniques très simples, tu peux investir en bourse et même optimiser, juste en y prenant 5 minutes, 10 minutes par mois, optimiser les 10% de rendement que peuvent te procurer le S&P 500. Ma mission, c'est vraiment de démocratiser l'investissement en bourse dans le monde francophone et c'est pour ça que j'ai démarré mon application, mon portail sur lequel tu as accès à mon portefeuille en temps réel. Tu sais exactement sur quelles actions je suis investi, donc ce sont des actions US. Tu sais sur quelles actions je suis investi, tu sais à quel moment je rentre ou je sors d'une position. Tu as aussi des actualités de marché régulières sur cette application, ainsi qu'une mini-formation qui t'apprend comment investir en bourse sur les actions que je le sélectionne. Tu verras qu'il n'y a vraiment rien de compliqué pour investir en bourse et faire de gros rendements. Je te montrerai des méthodes simples à mettre en place pour battre le S&P 500 et avoir plus de 10% de rendement par an en moyenne. Et si tu veux accéder à mon portail, alors tu peux remplir le Google Form qui se trouve en description et en commentaire épinglé et je te donnerai 15 jours d'accès gratuit à cette appli. D'ici là, j'espère vraiment que tu as kiffé cette vidéo et que tu as appris plein de trucs. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça va vraiment beaucoup m'aider pour le référencement. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.